hoping you've been briefed on this story, so I'm just going to jump straight into it. And I guess, why does IRCC assign people's applications to inactive users, and how long has this been going on? So one of the things that I just want to provide a little bit of clarity on, just because the applicants who've got a file in our system are dealing with a chance to come to Canada for economic opportunity to be reunited with their families, I just want to provide reassurance. Every one of the cases that are the subject of the story that was published will be processed, and this is an ordinary process that's going through right now. So what happens sometimes with the codes that we use internal to the system that are assigned to someone who, for example, leaves the department, when that person becomes inactive, their code is used to take cases that have similar commonalities to other kinds of files as part of our triage strategy to make sure that those files actually go to the place in our global system that will be able to process it most effectively. This is part of how we get cases to the area where they're ultimately going to be processed. Even though they may be attached to a code that was formerly tied to an employee, it's very important that we understand that there's not just one employee who has conduct of a file within IRCC's global network from start to finish. There's many people who touch the file over the course of its life in the department, and ultimately these will be processed for a decision in accordance with the usual process. So essentially these numbers are just placeholders? It's part of an inventory management code, is the language the department uses for what it's worth after a person loses. But yeah, it holds it in a place not just to sit forever, but to actually be moved to the processing facility where the case will be processed for final decision. Can you understand why some people, though, are feeling like they're sitting forever there? Well, look, I can, and I think this is really important because we've made a lot of progress over the course of the last year since I've had the opportunity to serve in this portfolio. We've advanced a lot of measures to speed up the processing times, whether it's hiring more people, relaxing policies, adopting new technology. But there's people who've been in the system longer than would normally have been the case pre-pandemic. We're going to be able to provide a really positive update a few days from now, but numbers as of a month ago have seen the actual number of cases in our inventory reduced by more than 300,000. We're back to the standard of service that we offered before the pandemic for permanent residency for both family reunification and federal class. Study permits just a couple of weeks ago are back to the pre-pandemic service standard. Work permits early in the year. A lot of the measures that we've introduced over the course of the past year have taken hold, and we're starting to see that trend bend downwards of the number of cases in the system. So we've got a positive story to tell, but for a lot of people who've been in the system for longer than they should have been, that comes as cold comfort. So I understand that they feel this way, but I want everybody to know that we're doing everything we can to speed up processing times, to get people here more quickly to be reunited with families, or to help fill a job in the labor market here in Canada. OK. Alors, c'est. Ils se rendent compte que leur nom est associé à un agent dont ils ne travaillent même plus dans le système. Juste pour le système en général, ou pour le unique enjeu avec le code? OK. Alors, c'est les processus normaux, mais c'est essentiel pour les applicants de comprendre que chaque dossier dans le système, nous allons traiter chaque dossier dans le système. Alors, c'est normal. Le code est juste un outil pour identifier la place dans le système pour traiter les cas. Mais quand un employé a sorti l'opportunité avec IRCC, mon ministère continue d'utiliser ce code pour triage. C'est un processus normal dans le système. Ce n'est pas une nouvelle stratégie, mais mon ministère n'a perdu pas de cas. C'est une situation très ordinaire. Sauf que ça a pris, il y en a qui attendent depuis C'est possible, pas plus long. J'ai envie de pratiquer mon français. D'accord. Mais quand même, il y a des gens dont le dossier, ça fait 2 ans, ça fait 18 ans qui attendent. Alors, comment vous expliquez ça? Oui, c'est une chose différente. Il y a plus de défis avec le système d'immigration parce que la pandémie de COVID-19 a créé des problèmes avec la réduction de la capacité de le ministère et aussi le réseau mondial
Il y a des conséquences négatives quand des mesures de santé publique à fermer des bureaux dans des autres pays. Aussi, quand notre gouvernement fait la décision de répondre dans la crise en Ukraine et Afghanistan, c'est essentiel pour utiliser les ressources pour offrir une réponse. Aussi, c'est une bonne chose. Canada, je cherche le bon mot, Canada est une destination de choix maintenant, le premier pays dans le monde pour des travailleurs qui veulent chercher des opportunités dans un autre pays. Avec une demande plus grande, avec des crises humanitariennes et avec des conséquences de la pandémie, c'est une temps difficile pour le système d'immigration. Mais avec les décisions pour faire des investissements nécessaires pour augmenter la capacité de le ministère et avec l'habilité d'utiliser la nouvelle technologie et avec beaucoup de décisions pour réduire les pressions administratives dans le système. Et il y a bonne nouvelle avec une réduction dans l'inventaire d'IRCC, comme plus de 300 000 moins casses dans le système aujourd'hui, comme juste cet été. Et avec des mesures maintenant, je pense que l'avenir est plus bien comme le 6 mois passé. Alors, bonjour tout le monde. Vendredi passé, les gouvernements du Québec et des provinces ont demandé une rencontre, si on veut dire, d'urgence pour rencontrer le premier ministre en janvier. Vous savez, la situation du système de santé au Québec et dans les provinces, c'est très difficile. Le Bloc québécois, comme plusieurs autres intervenants, que ce soit l'Association des médecins, les provinces, le Québec, sont d'accord pour dire que, fondamentalement, il manque de ressources dans nos hôpitaux et que le responsable est le gouvernement fédéral qui ne fait vraiment pas sa part. Alors, la demande, elle est connue, c'est de passer de 22 % de financement du fédéral à 35, ce qui est à peu près 28 milliards de plus par année, récurrent, et plus une augmentation liée à l'inflation, entre autres, pour qu'on puisse justement offrir aux Québécois, aux Canadiens, des services qu'ils méritent. Et il ne faut pas oublier que c'est l'argent des Québécois et des Canadiens. Ce n'est pas l'argent de Justin Trudeau, c'est l'argent des contribuables qui vont se faire soigner dans les hôpitaux et donc qui méritent justement d'avoir des soins de santé de qualité. Et c'est pour ça que le Bloc québécois demande depuis des mois qu'on ait justement cette rencontre entre les provinces, le Québec et le gouvernement fédéral pour régler la situation une fois pour toutes. Voilà. Je veux savoir ce que vous pensez de cette histoire de la CDC concernant les demandes d'immigration. 60 000 dossiers qui ont été confiés à des employés qui ne travaillent pas. Écoutez, on entend ça, puis on a de la misère à le croire. Puis au-delà de ça, on parle de 60 000 personnes. On peut dire que c'est une statistique, mais ça veut dire qu'il y a 60 000 personnes qui attendent des informations sur leurs demandes et qui n'ont rien. Et ça fait des mois, voire des années que ça dure. C'est inadmissible que ces gens-là soient pris, justement, à attendre un service auquel ils ont droit. Il faut que ça bouge. Et ça montre à quel point le gouvernement fédéral, actuellement, ça s'empile, toutes les erreurs administratives, là. Mais quand tu fais des erreurs comme ça dans tes services à toi que tu offres à la population, quand tu es aussi amateur dans ta façon de gérer tes services, bien, viens pas dire au Québec et aux provinces comment gérer la santé. Moi, à sa place, je me garderais vraiment pas juste un petit peu de gêne, beaucoup de gêne, parce que ça n'a aucun sens, cette situation-là, et ça s'accumule au passeport, à Phoenix et à l'Ouette. Alors, c'est un problème extrêmement grave, et on espère que ça sera corrigé le plus rapidement possible. Le travail à domicile pour expliquer ça? Parce qu'on ne voit pas les gens, donc on leur donne des dossiers pensant qu'ils sont là. Bien, il n'y a rien qui peut expliquer cet amateurisme-là. Quand même qu'on essaierait de voir, c'est peut-être parce qu'on a eu une situation de COVID, que la fonction publique a été un peu chamboulée. Il n'y a rien qui explique qu'on donne des dossiers à des fonctionnaires qui ne travaillent plus, qu'on envoie ça dans une boîte de courriel fantôme et que ça ne bouge pas et on ne s'en aperçoit pas en plus. Ça ne fait pas de sens. Je veux dire, je ne suis pas capable d'accepter ça. Parce que, je veux dire, il y a des compagnies dans le monde là, qui ont été prises avec des situations de COVID. Là. Puis, je veux dire, généralement, on n'entend pas ces affaires-là. Là. Fait que c'est une excuse qui n'est pas valide, selon moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec le débat sur la santé là, que propose le NPD? Sur la... Bon, écoutez, encore là, bon, écoutez,
les soins de santé sont dans une situation extrêmement difficile, tout le monde le sait. Ça touche évidemment les enfants, ce qui est une catastrophe. Il suffit de voir des enfants malades pour se voir briser le cœur en deux. Moi, dans ma famille, des gens que je côtoie, il y a justement un petit jeune qui est décédé récemment. C'est une catastrophe. Mais je veux dire, la solution, quand on regarde ce Parlement-ci, la solution, elle est simple. Il faut que le gouvernement fédéral donne l'argent qui est mérité aux provinces et au Québec pour que cette situation-là cesse. Et on le dit avec tout notre cœur parce que c'est grave ce qui se passe dans des hôpitaux, puis vous le savez. Moi, je trouve ça épouvantable et il faut que le gouvernement fédéral fasse quelque chose. Les débats d'urgence, bien, nous, notre position, ça va être, c'est tellement urgent qu'il faut que le gouvernement, enfin, prenne ses responsabilités et fasse ce qu'il a à faire, c'est-à-dire verser l'argent au Québec et aux provinces. Je sais qu'on est fatigant. On parle toujours comme ça. Mais c'est parce que c'est la solution. Il n'y en a pas d'autre pour le gouvernement fédéral. Fait que moi, je ne comprends pas. Tu sais, des fois, les choses sont simples dans la vie. Puis tu dis, pourquoi ça ne se fait pas? Bien, on ne lâchera pas le combat, puis on va continuer à taper sur le clou pour que ça se règle définitivement. Parce que jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché. Les ministres de la Santé, c'est arrivé à un échec. Puis récemment, M. Dubé a dit, mais nous, on serait même prêts à partager nos données. Bien oui, mais écoutez... Ben oui, mais écoutez, ils demandent des choses comme ça, parce que, dans le fond, on dirait qu'ils veulent retenir l'argent pour une raison que je ne connais pas. Et là, ils cherchent toutes sortes d'excuses. Ils veulent inventer des normes. Ils veulent, tu sais, imaginez, ils veulent inventer des normes. Si on revient sur 60 000, le cas d'immigration, imaginez, eux autres, ils vont faire quoi? Ils vont mettre sur une liste de chirurgie des patients sur une liste de chirurgiens à la retraite, quoi. Ils sont capables de faire ça, là, s'ils ont fait ça en immigration. On ne veut pas les voir jouer dans la santé. Alors qu'ils arrêtent les excuses, qu'ils arrêtent les exigences, puis les normes, puis etc., puis qu'ils donnent l'argent comme ils sont supposés le faire. C'est écrit dans la Constitution. C'est pas nous autres qui l'inventent. Le Canada a été fait comme ça. Il faut que le gouvernement fédéral donne l'argent au Québec, aux provinces, pour que ce soit eux qui soient spécialisés dans les soins de santé, que c'est eux qui sont ceux qui vont donner ces soins de santé-là à la population. Bien, c'est au gouvernement fédéral de les aider en leur donnant l'argent pour qu'ils le fassent. Est-ce qu'il devrait y avoir une réunion des premiers ministres, même si on sait qu'il pourrait peut-être pas y avoir une entente? Bien, écoutez, au départ, si on veut qu'ils s'entendent puis que le gouvernement fédéral finisse par accepter ça, bien, ça serait bien qu'ils se entendent tout le monde ensemble. Parce que, vous savez, le jeu du fédéral, il est bien prêt à aller chercher des ententes province par province pour briser justement le front commun des provinces et du Québec. Ils peuvent y aller en catimini et voir un et un autre. Alors, c'est idéal, c'est de dire, bien, il y a un sommet, et idéalement, nous, on aimerait ça que ce soit public, qu'on voit les discussions, puis qu'on arrive à cette solution-là, avec un moment jugé acceptable pour tout le monde, qu'on monte à 35 à peu près un tiers de ce qui est dépensé en santé vient du fédéral. C'est nos impôts, c'est nos taxes. C'est pas l'argent à Justin Trudeau puis aux libéraux. C'est notre argent. Merci. Bye-bye.